Voilà, j'accueille maintenant le docteur Abdelaziz Chiban, qui est médecin réanimateur au CHU de Sétif en Algérie, et qui est donc adhérent de la SARSU. La SARSU, c'est la Société algérienne d'anesthésie et de réanimation des soins intensifs et des urgences. Le docteur Chiban va partager l'approche médicale de la ventilation invasive dans le parcours de soins des patients atteints de Covid-19, tel que pratiqué dans son établissement donc en Algérie, avec au passage, je sais qu'il fera au passage quelques rappels de physiopathologie qui seront sans doute bien utiles pour les biomédicaux qui nous écoutent. Docteur Chiban, c'est à vous. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, Vous pouvez pour ma mettre en grand part, votre présentation en cliquant sur le mode diaporama, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous interrompre. Voilà. bon, C'est presque bon. Voilà, c'est tout bon. Parfait. À vous. très bien. Donc, merci encore une fois. Pour ma part, je vais parler donc de la ventilation invasive durant la pandémie du Covid-19. Donc, avant de commencer, donc, je vais vous donner quelques chiffres de la situation actuelle de l'Algérie vis-à-vis de la pandémie Covid. Durant toute l'épidémie, nous avons recensé 52 658 cas patients, dont 1783 sont décédés. Voilà, nous avons enregistré un pic, notamment vers le mois de juillet, la mi-juillet. Voilà. Et puis, nous sommes maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous sommes très loin de ces frayeurs du mois de juillet. Pourquoi? Parce que la situation actuelle est très stable. Notamment, nous avons constaté une baisse très prononcée des formes graves d'infection Covid. Nous avons constaté une régression constante du nombre de cas de façon progressive. Les cas graves admis en réanimation deviennent de plus en plus rares et aussi, bien sûr, des cas de décès. Est-ce que cela est dû à la baisse de la virulence du virus? Je ne sais pas. On ne sait pas grand-chose, mais même s'il y a une baisse de la virulence du virus, je pense que les sujets âgés de plus de 65 ans avec des comorbidités demeurent vulnérables. Donc, je veux dire un message. Donc, il faut toujours respecter les mesures barrières. Donc, notre politique sanitaire, qu'est-ce que nous avons fait en réanimation, notamment dans notre établissement? Donc, on avait intégré les paramédicaux déjà formés. On avait renforcé des équipes médicales dans le service de réanimation, notamment avec des résidents. Donc, c'est des étudiants qui font une spécialité de réanimation, d'anesthésie réanimation. On avait établi un protocole de ventilation mécanique invasive spécifique Covid. Donc, également, nous avons séparé les patients Covid et non Covid. Donc, on avait transformé une salle de surveillance post-interventionnelle en un service de réanimation pour avoir des patients uniquement Covid dans notre réanimation. Cette SSPI permet de recevoir des patients non Covid, donc de la réanimation polyvalente. Il est équipé en matériel de réanimation, en respirateur, etc. Et puis, il est renforcé en personnel, notamment des cliniciens anesthésistes. Notre réanimation, elle est équipée de 14 lits de réanimation. Nous avons recensé pendant l'épidémie 160 patients admis durant la période de la pandémie. L'âge moyen de ces patients est de 68 ans, avec des comorbidités, notamment du diabète. Nous avons constaté une mortalité très élevée, de 75% des patients intubés. La particularité de ces patients-là qui sont admis en réanimation, ils avaient un SDRA diffus avec plus de 50% d'atteinte pulmonaire au scanner thoracique. La majorité avait plus de 75% d'atteinte respiratoire. Donc, spécifiquement, ces patients avaient une altération profonde des rapports de ventilation-perfusion et la compliance statique était effondrée, en moyenne 25 000 cm d'eau. Sur le plan physiopathologique, la détresse respiratoire liée au Covid, donc il a des éléments particuliers, notamment des lésions vasculaires qui sont majeures, donc, et des chaînes alvéolaires, donc même des lésions alvéolaires, ce qui est responsable de baisse de la compliance pulmonaire, qui est devenu ce qu'on appelle baby lung, donc un poumon de bébé. Donc cela étant bien sûr avec une conséquence au niveau du gaz du sang, une hypoxémie profonde. Donc cela représente en gros une charge imposée sur la pompe ventilatoire qui devient dans cette situation des moyens d'adaptation extrêmement dépassés. Donc un support ventilatoire mécanique, notamment à l'exemple de la ventilation invasive, permet dans cette situation
d'aider la fonction, la pompe ventilatoire et bien sûr de réduire un peu ces charges imposées. En réanimation, donc, nous avons, pour initier la ventilation invasive dans notre établissement, nous avons émis des critères d'intubation. Donc, plus de 75% de l'ensemble des patients admis en réa. Donc, 35% ne sont pas intubés. Et il faut la présence de moins de critères cliniques, notamment une fréquence respiratoire supérieure à 36 minutes, des signes évidents de détresse respiratoire. Juste au passage, il y a certains patients qui sont profondément hypoxiques et qui ne présentent pas de dyspnée, et une saturation inférieure à 90%, SpO2 inférieur à 90%, malgré une oxygénation d'ordre de 6 minutes. Bien sûr, quand les patients présentaient une hypertension artérielle, sont également admis 5 critères d'admission et d'intubation. Ces critères cliniques sont associés à un critère hormobiologique, donc un rapport, ce qu'on appelle un rapport PO2 sur FiO2, inférieur à 150 mm de mercure, c'est au gaz du sang artériel. Et bien sûr, s'il y a aussi des signes d'hypoxémie tissulaire, notamment un taux de lactate élevé, supérieur à 2,5 mm par litre. Également, nous avons intubé les patients en cas où la VNI a été initiée, ou bien un essai de VNI a été fait initialement et que c'est soldé par un échec. Alors, c'est quoi la ventilation mécanique invasive? Il faut savoir que la ventilation mécanique invasive est la technique de suppléance la plus utilisée dans le monde. Son rôle majeur donc, est de garantir l'oxygénation et permet également de la décarboxylation, c'est-à-dire l'élimination du CO2. À l'inverse de la ventilation spontanée, elle permet et plutôt il induit une pression positive et donc va nécessiter une intubation, comme je viens de le dire. Si on regarde cette plaque, donc le triangle d'en bas, il montre qu'en ventilation spontanée, le gros travail est fait par le patient. Et dès qu'on introduit un ventilateur, ce travail-là se réduit d'une manière très progressive. On peut utiliser plusieurs modes, notamment en PAC, des modes de ventilation contrôlée, c'est-à-dire c'est un volume contrôlé ou bien pression contrôlée. Au passage, je vais juste signaler que le mode le plus utilisé chez nous, c'est le mode ventilation à volume contrôlé. Bien sûr, en comparaison de la ventilation invasive par rapport à la ventilation spontanée, donc en spontané, on fait une inspiration pour avoir un volume courant, donc de l'air de l'atmosphérique, mais à l'inverse, dans la ventilation invasive, on appelle ça insufflation. Donc, c'est les paramètres qui sont, on contrôle les paramètres ventilatoires du patient. Donc, lors de l'insufflation du volume qui est prédéterminé au patient, à une fréquence, bien sûr, respiratoire bien pré-réglé, ce qu'on appelle un cycle contrôlé. Et lorsque le ventilateur détecte un effort inspiratoire, ce qu'on appelle le trigger inspiratoire, le trigger inspiratoire, donc plutôt quand le ventilateur détecte un effort inspiratoire, et la machine lui permet de le délivrer. Alors, initialement, donc, nous, qu'est-ce qu'on règle? On règle un volume courant à une fréquence respiratoire pour obtenir, bien sûr, une ventilation alvéolaire, dont l'objectif, c'est d'avoir un pH qui est normal, mais c'est dans certaines situations, on est amené à accepter un certain degré d'acidose respiratoire, ce qu'on appelle, nous, techniquement, l'hypercapnie permissive. Lors de l'administration de ce volume, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une pression des voies aériennes qui va augmenter progressivement jusqu'à atteindre une pression de pic, on appelle comme ça, une pression de pic, et puis qui va dépendre du VT, bien sûr. Il dépend également des propriétés mécaniques respiratoires du patient, notamment des résistances et de la compliance. On utilise également un niveau de PEP. Ce qu'on a, la PEP, c'est la pression expiratoire positive qui a comme objectif d'augmenter le volume pulmonaire, donc augmenter la capacité résiduelle fonctionnelle en fin d'expiration. La PEP donc améliore la compliance pulmonaire. À l'inverse, quand on met une PEP et qui n'améliore pas la compliance, donc il y a un risque hémodynamique très certain. Donc, sur cette plaque, je vous montre les courbes qui sont affichées sur l'écran du ventilateur. C'est le débit qu'on utilise, c'est un débit constant, c'est un débit carré. Et puis, la machine va nous donner une courbe de pression temps et en fonction du débit également
du livret. Alors, avant d'introduire la ventilation invasive, donc le patient, il faut vérifier certaines choses qui sont extrêmement importantes et c'est fondamental. Premièrement, il faut contrôler le respirateur, c'est sous la responsabilité du patient. Donc, est-ce que ça marche ou pas? Sinon, on va avoir des surprises. Et bien sûr, on protège le ventilateur par un filtre machine qui est systématique pour ne pas infecter la machine. Donc, il est mis sur la branche expiratoire de la machine, et du circuit, pardon, et on l'échange entre chaque patient. Et puis, il y a un filtre échangeur de chaleur et d'humidité. On le met sur la pièce en Y. On le change généralement une fois par semaine et quand il y a des cellules. Souvent, s'il n'y a pas de disponibilité de ce filtre-là, on peut utiliser ce qu'on appelle l'échangeur de chaleur et d'humidité incrusté sur la machine qu'on appelle la cocotte. Bien sûr, cela permet d'humidifier et de réchauffer les gaz inspirés. Donc, comme on sait que les gaz, ils arrivent aux patients et sont secs et froids. Donc, à l'état physiologique, ces gaz-là sont réchauffés et humidifiés par les voies aériennes du patient, donc c'est par la muqueuse nasale et pharyngée. Donc, et quand on court-circuite ces voies aériennes, donc on met directement le tube dans la trachée du patient. Donc, on doit utiliser des mécanismes de réchauffement et d'humidification du gaz mural. Donc, on utilise également des circuits de patient à usage unique quand il y a une rupture ou ne sont pas disponibles. On utilise des circuits qui sont autoclavables, qu'on utilise régulièrement. Et puis, certaines machines aussi ont besoin pour vérifier les paramètres du patient. On met également des capteurs débit externes pour mesurer la pression, les volumes, etc. Alors, comment on initie le réglage du ventilateur? Donc, c'est en fait, c'est notre protocole. Et donc, on sélectionne le mode VAC, ventilation assistée contrôlée. Ça veut dire que c'est le patient qui déclenche la machine. Donc, il y a un trigger respiratoire. Une fois qu'il est atteint, et la machine lui délivre ce volume-là. Et puis, le volume qu'on utilise, il est au-delà de 6000 kg du poids idéal théorique. Donc, il est différent chez la femme et selon le sexe, chez l'homme et chez la femme. On préconise une fréquence respiratoire à la limite de l'hypercapnie permissible, comme je disais tout à l'heure. Donc, on n'accepte pas un pH inférieur à 7,25 pour la simple raison que quand le pH est inférieur à 7,20, ça rapproche du pH intracellulaire et que ça permet, et quand le pH intracellulaire est trop bas, inférieur à 7,20, la cellule pratiquement ne permet plus de produire de l'ATP pour l'organisme. Et puis également, on prescrit un plateau inspiratoire, ce qu'on appelle la postérité inspiratoire de 10%, pour permettre premièrement de mesurer la pression, on continue la pression de plateau. Et cette mesure-là, on fait très attention pour qu'il n'augmente pas au-dessus de 28. Dans les cas difficiles, on peut accepter 30 cm d'eau. Également, ce plateau-là permet d'améliorer les échanges gazeux sur le patient. Également, on fait des réglages et le choix des alarmes, la pression de pic, etc. Et l'exemple, si je choisis la pression de pic, donc dès qu'on intube le patient, on le met on le branche à la machine, on va noter la pression de pic fournie par le respirateur et puis on ajoute 10. Comme ça. L'exemple, si la pression initiale était à 30, on met 40 comme alarme et chaque fois que cette pression est atteinte, la machine va s'alarmer. Et puis, on fait également une alarme du volume courant bas, c'est fondamental parce que certains patients peuvent accidentellement être débranchés de la machine, donc pour ne pas demeurer hypoxique, bien sûr, et mourir après. Et bien sûr, également, on fait l'alarme de la fréquence haute, surtout quand le patient se réveille. Et quand le patient se réveille, bien sûr, il y a des cycles spontanés qui vont s'associer au seuil de machine, donc il y a aussi une alarme qui se déclenche. On règle la PEP en fonction des besoins du patient, en fonction de la saturation, en fonction de la compliance et en fonction également des objectifs assignés pour l'oxygénation du patient. Sa gestion demande, bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement important et demande une sédation profonde. Nous, on utilise un score qu'on appelle score de Ramsay, donc il doit être supérieur à 5.
Donc, la limite victime du score de l'AMC, c'est 6. On utilise souvent l'hypnovel à forte dose associée à du fentanyl. L'hypnovel, bien sûr, c'est une benzodiazépine qui permet l'hypnose, donc le patient va dormir. Et puis, le sulfentanyl, c'est un morphinique pour que le patient n'ait pas mal du tout. Donc, des procédures qu'on va lui faire, etc. Et également, on fait attention à ce que le patient ne bouge pas trop pendant quelques temps, du moins. Et, on appelle ça la curalisation, est assurée par l'Esméran dans notre établissement. Les aspirations du patient ne sont pas faites systématiquement, elles sont faites au besoin. Quand on voit que, par exemple, la pression de crête augmente, donc on aspire le patient. Et on utilise des systèmes clos en fonction de la disponibilité. Et quand on débranche le patient, bien sûr, il y a un grand risque de dérébutement. Donc, de tout le travail qu'on avait fait risque de disparaître. Ce qui fait qu'il faut faire attention à ne pas débrancher au moment des aspirations le patient. Si on est amené à le faire, il faut le faire dans un temps très court. Et puis on utilise le dictus ventral, ça a démontré que les zones inférieures améliorent l'oxygénation, donc on met le patient sur le dictus ventral. Généralement, on utilise 16 voire 18 heures par jour, par 24 heures. Nous sommes appelés, chez certains patients, à aller jusqu'à 3, voire 4, 5, 6 jours de ventilation au dictus ventral. Et bien sûr, il y a un élément fondamental sur lequel je vais insister, c'est la sécurité sur la FiO2. Donc, il faut également prescrire cette alarme-là pour ne pas avoir de surprise quand les réserves. Vous savez parfaitement bien que l'oxygène pendant l'épidémie du Covid est extrêmement utilisé. Donc, les réserves peuvent manquer pour ne pas avoir de surprise et d'y remédier au temps opportun. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on met le patient sous ventilation invasive? Donc, on va surveiller, on surveille le patient. Lors de l'administration du volume courant, une pression va augmenter. Et c'est là que vous voyez cet aspect en aile de requin qu'on appelle la pression maximale. En fait, il définit au fond d'elle, il définit deux pressions. La pression dans les voies aériennes du patient et la pression dans l'alvéole, ça c'est fondamental. Et puis, quand la courbe montre, la courbe de gauche montre quand il y a une augmentation de résistance, et la courbe de droite quand il y a une augmentation, bien sûr, de la pression dans les alvéoles, donc la pression de plateau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on a un patient qui s'alarme sur la pression des voies, la pression de pic? Bien sûr, la première chose, il faut tromper le ventilateur. Donc, j'appelle ça comme ça. Donc, parce qu'au moment où il y a cet aspect d'aile de requin, la machine ne délivre aucun volume. Donc, le patient demeure hypoxique. Donc, la seule solution pour faire vite, c'est de chercher la cause de ce problème-là. Et donc, pour permettre de gagner du temps, on va essayer de tromper le ventilateur. Donc, on va augmenter la pression max, l'alarme de pression max au maximum pour que le volume courant soit continué à être délivré. Et puis après, on pourra réfléchir au diagnostic. S'agit-il d'un bouchon? S'agit-il d'une coudure de la sonde? S'agit-il d'un pneumothorax? Etc., etc. Maintenant, j'aborde le volet de la maintenance. Ça, c'est également fondamental. Il faut toujours contrôler le bon fonctionnement de la machine parce que c'est un équipement médical qui peut bien sûr rendre service, mais surtout qui peut nuire dans certaines situations de défaillance. Donc, ce contrôle du bon fonctionnement, on le fait systématiquement dans la mise en service et après opération de maintenance. Le contrôle du bon fonctionnement à l'admission, à l'achat, il est fait en collaboration avec l'ingénieur biomédical ou bien un agent du fournisseur. Il permet surtout d'axer certains éléments. Il y a beaucoup, mais j'ai insisté sur quelques-uns. Le déclenchement des alarmes sur l'ensemble des paramètres mesurés, ça c'est fondamental. Donc, une machine qui ne s'alarme pas, c'est pas bon. Puis aussi des tests de sécurité électrique et de fonctionnement sur batterie, parce qu'il peut y avoir une coupure à l'improviste d'électricité. Donc, normalement, la machine devrait fonctionner sur batterie. Et puis aussi, une fois qu'il y a une réparation, c'est-à-dire en cas de panne,
on doit faire fonctionner la machine en autotest. Ça, c'est l'ingénieur biomédical qui le fait. Quant à la maintenance préventive, là, je n'ai pas beaucoup de choses à vous informer pour la simple raison que la maintenance préventive, il faut un contrat donc avec le fournisseur, avec l'ingénieur biomédical pour qu'en fonction du contrat, à quel moment, etc., il va venir voir la machine sans pour autant qu'elle soit défaillante. En conclusion, je dirais que la ventilation artificielle, c'est une arme, une très belle arme. D'ailleurs, nous, les réanimateurs, nous utilisons ça d'une manière extrêmement fréquente. Et il repose sur des respirateurs qui sont de nouvelle génération. Et puis, pour la simple raison où également, on peut utiliser beaucoup de monde ventilatoire, mais il y a une limite, je trouve, personnellement, c'est que même si on peut mesurer d'une façon continue l'alarme de la pression de plateau, mais on ne peut pas régler cette alarme-là. Ça, c'est une limite des respirateurs de nouvelle génération. Je dirais également que le pronostic des patients, du moins ceux admis en réanimation, ils sont graves. Patients intubés, vous avez, j'ai dit que la mortalité est très élevée, donc le patient intubé, son pronostic reste mauvais. Et quant à la maintenance biomédicale, du moins chez nous, c'est un vrai problème. Je vous remercie. Merci, Dr Shiban, pour votre présentation qui est très bien structurée et puis pour le partage de votre expérience de praticien. Et donc, c'est vrai que l'évolution des connaissances sur la maladie Covid-19, et ceci fait d'ailleurs écho au précédent webinaire, pousse aujourd'hui votre hôpital à essayer de limiter coûte que coûte le recours à la ventilation invasive et à prioriser la ventilation non invasive. Alors, bien sûr, cela semble être la tendance au niveau international. Mais c'était quand même justement très bien de pouvoir partager vos protocoles, vos questions aussi et vos problématiques, les problématiques rencontrées avec la mise en œuvre de la ventilation invasive. Et nous avons vu aussi au travers de votre témoignage que la maintenance biomédicale restait un point critique, faute chez vous apparemment de ressources humaines biomédicales en interne, enfin en tout cas de manière suffisante au niveau